et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct de Rimouski, on rappelle que si Marie-Ève Dicker était championne du monde de boxe, Marie-Ève Albert est championne du monde de l'analyse de boxe. Alors, on reçoit pour une dernière fois cette année, ben c'est toi qui me reçois, c'est ton podcast, mais je suis avec Marie-Ève Albert, mesdames et messieurs. Merci, merci, merci. Tu entends-tu les applaudissements? Oui, je les entends super fort. On a eu une grosse année 2024, fait que... Épisode bilan, 41. épisode aussi, il va y avoir vos nouvelles, là, il va y avoir le bilan, ça va être excessivement chargé, mais moi, je te lance tout de suite la question, je fais fi de ton, je ne fais pas fi de ton plan, mais Marie-Ève, c'est quoi l'événement de l'année 2024 en boxe féminine? Voilà, l'événement de l'année. J'ai pas le choix de dire Amanda Serrano contre Katie Taylor 2. C'était gros. C'était sur une grosse carte, c'était sur Netflix, puis il y avait énormément de gens qui avaient décidé de regarder Jake Paul contre Mike Tyson, puis qui ont découvert la boxe féminine à travers cet événement-là. Il y avait aussi d'autres combats féminins. On avait une Canadienne, entre autres, qui était sur cette carte-là, qui s'appelle Melinda Watpool. J'ai pas le choix de te dire. Serrano Taylor 2. Taylor Serrano 2. Parce que c'était gros, parce que ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens aussi. Puis ça compense un peu, je te dirais, pour le manque de visibilité que certains gros combats ont eu cette année. Je t'expliquerai plus tard. J'ai sondé des gens. J'étais allé le plus neutre possible. Est-ce que là-dedans, tu inclus peut-être l'absence de combats féminins dans le réseau de Dubaï? Oui, sur les cartes d'Arabie Saoudite, entre autres, parce que les gros événements de cette année en boxe tout court, ça a beaucoup été vers le Moyen-Orient. On sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de visibilité pour les femmes sur ces cartes-là. Est-ce que ça va changer? Bien, j'espère en 2025. On a déjà un combat qui est arrivé. Déjà, là, on ouvre la porte. On a eu Sky contre Raven Chapman. Ça a ouvert la porte. Mais ça reste qu'il y a des gros combats à mettre sur ces cartes-là pour amener plus de visibilité. Puis c'est difficile. Donc, quand j'ai sondé les gens sur Instagram qui suivent 120 secondes, je leur ai posé une question simple. Est-ce que l'année 2024, vous avez senti qu'il y avait de la progression en boxe féminine, de la régression en boxe féminine ou que c'était tranquille, tu sais, que ça augmentait un petit peu seulement? Une bonne progression, une régression ou une petite progression, une petite évolution? Je te dirais que 60% des gens, puis j'ai eu quand même beaucoup de réponses, ont dit que c'était une régression. Surprenamment. Quelques personnes, un autre pourcentage, peut-être un 20%, m'a dit que c'était une petite progression, puis un autre 20% m'a dit une grosse. Si je le divise, là, j'arrondis, là, car c'était 60-20-20, mettons. Donc, j'étais surprise parce qu'on a quand même eu des gros combats avec Yo Castavaillé contre Sinisa Estrada, Fundora contre Alanis, Maillard contre Ryan, Serrano contre Taylor. Donc, ça reste que de l'aspect visibilité puis accessibilité des combats au prime time n'existe pas encore. À part les cartes de Jake Paul. Il y a eu beaucoup de batailles. On ne peut pas faire comme si c'était pas arrivé. Il y a eu beaucoup de batailles médiatiques autour de
Iman Khalif, mais ça, c'était Aussi. très négatif, puis c'était pas nécessairement de la bonne pub, mais c'est ce qui ça a monopolisé beaucoup de place. Si on parle de boxe féminine en 2024, ça, c'était interplanétaire, malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Moi, je pense qu'on a quand même progressé, c'est mon opinion. Est-ce que c'est une énorme progression si on compare à 2022, mettons l'année que Shields a affronté Marshall et que Taylor a affronté Serrano? La réponse est non, mais on a quand même commencé à avoir des combats beaucoup plus payants pour certaines filles, plus de 3 minutes, plus de... On en reparlera un petit peu plus tard parce que quand je vais parler de mes prix, j'ai des awards que j'ai mis, je vais te donner plus de détails sur mes choix et pourquoi je les ai choisis. Certains peuvent être pas controversés, mais il y a matière à avoir plusieurs gagnants dans certaines catégories. Moi, j'ai fait des choix. Donc, voilà. Ça, c'était le bilan grosso modo à haut niveau de 2024. J'aimerais ça qu'on parle de boxe canadienne aussi. On commence à jaser. Marie-Ève, prélude. La boxe canadienne, tu as un bilan à faire, tu as des souhaits pour 2025. Moi, j'y vais de mon commentaire de... Moi, je suis toujours le gars un peu à l'extérieur de tout ça. Toi, tu es l'expert. J'ai l'impression que si j'avais un bilan à faire de 2024, c'est l'année où, avant la boxe canadienne, on dirait que c'était juste au Québec, puis il y avait Jelena en Edmonton. Cette année, on a vu beaucoup de bonnes boxeuses sortir du Canada. Une qui est devenue championne du monde. On en a vu d'autres qui sont très crédibles au Canada. Peut-être l'année où ce qu'on appelle le rock est sorti de sa cachette. Bien, il faut, oui, il y a une évolution aussi. On voit qu'en Ontario, il y a beaucoup de bonnes boxes qui se fait présentement chez les femmes. On a vu Melinda Watpool aller en championnat du monde, Sarah Bailey devenir championne. Les plus petits promoteurs comme Tree Lion mettent des filles sur leur carte. On a vu qu'il y a une Mexicaine, Maylin Martinez, qui est souvent sur les cartes de Tree Lion, etc. Ils ont Caroline Redmond. Alex Kubicki pour l'Ouest dans canadien. l'Ouest, Alexa Kubicki qui progresse à son rythme. Tu sais, si on y va, mettons, là, à haut niveau. Alexa, si on veut parler d'elle, elle progresse à un rythme décent. Elle a eu des petits pépins. Elle aurait pu se battre plus souvent cette année, mais 2 fois, ces gars-là ont été annulés pour des raisons hors de son contrôle. Alors, elle aurait dû se battre plus souvent cette année, mais on va lui souhaiter qu'en 2025, ça progresse. Ça reste qu'elle est la partenaire de sparring principale de Marlene Esparza, encore pour un 3e camp. Elle a du très bon sparring, elle a des très bonnes préparations. Puis cette fille-là, elle progresse vraiment. La fille qui a perdu il y a 2 ans au Québec sur la carte d'Yvon Michel, puis la fille que moi j'ai vue quand je suis allée au mois de mai à Edmonton pour assister justement à un de ses combats, c'est pas tout à fait la même fille, là. On a vraiment une meilleure attitude dans le ring, elle est beaucoup plus focalisée sur l'objectif. Donc, je pense que 2025 va être bon pour elle. Il faut se rappeler qu'elle est en début vingtaine. C'est une petite jeune. Donc, elle n'est pas pressée. Il ne faut pas la garrocher tout de suite en championnat. Il faut la bâtir comme il faut. Cette fille-là, c'est le commentaire que je fais toujours, c'est une surdouée des médias sociaux. Elle est vraiment dans sa génération, là. Elle sait comment se vendre. D'ailleurs, c'est ça que je voulais te dire. J'avais vu le top 20 des filles qui étaient le plus parlé, genre sur Instagram. Puis je connaissais même pas la numéro 1 qui est comme une modèle, je pense, ukrainienne. Genre, il y a ça aussi maintenant, là, de savoir gérer ses médias sociaux. Dans le reste du Canada, tu as vu quoi? Dans le reste du Canada, j'ai vu... c'est difficile encore dans l'Ouest canadien. À Vancouver, entre autres. On a Nusha, qui est une jeune fille qui venait des amateurs, qui a été dernièrement signée avec Brian Cohen comme manager. Donc, elle a fait ses débuts pro. Ses débuts pro d'origine devaient être sur du 3 minutes. Ça a été annulé. Elle s'est battue au Mexique finalement pour faire ses débuts pro. Puis là, elle a signé avec un manager qui est quand même bien coté. Donc, on devrait l'avoir un petit peu plus, mais c'est pas simple d'organiser des galas dans l'Ouest canadien, des galas qui attirent beaucoup. Les promoteurs sont frileux encore. Jordan Dobie progresse. On l'a vu s'entraîner, entre autres, avec Alicia Baumgartner en préparation du combat de Pearson. Elle aussi, elle a eu des hauts puis des bas. Il y a un combat qui a été plus difficile pour elle, mais c'est des filles qui ont commencé la boxe pratiquement sans carrière amateur.
Et Jordan Dobie, c'est une fille qui est en train de se bâtir en apprenant chez les pros. Donc, il faut lui donner aussi une chance. Ces filles-là, on va en entendre parler parce qu'elles sont bien positionnées, un bon réseau de contacts, Nusha et Jordan. Je dirais que de ce côté-là, ça va quand même bien. Alexa Kubicki, on en a parlé. C'est dur à Edmonton. Il faut comprendre qu'en Alberta, la commission n'autorise pas de combat de sport de combat vraiment dans la ville. Donc, c'est la commission du Wyoming qui se déplace dans un casino qui est dans une réserve autochtone pour sanctionner les combats. Donc, il n'y a rien de simple. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est organisé là-bas, il y a eu un décès, il y a eu un décès dans un combat d'MMA quelques jours avant ce qui devait être le combat de Kubicki. Puis c'est pour ça que sa date a été repoussée. C'est des choses qui arrivent. Elle devait affronter Farah El-Boussaïri, que Kim avait affronté. Ça va peut-être être remis à l'année prochaine. J'attends des nouvelles de ça. Je vais parler de nos Québécoises vite. Je pensais juste avant les Québécoises, il faut que tu nous parles de l'année de Sarah Bailey, parce que moi, je voyageais par l'Est. Bien, en fait, juste pour te dire, il y a 3 Canadiennes cette année qui ont réussi à aller gagner un titre. Vanessa ne l'a plus, mais ça reste que Vanessa a gagné un titre régulier, Sarah Bailey et aussi Mary Spencer qui a été élevée dernièrement championne régulière. Quand on a 3 championnes, il en reste 2. Sarah, c'est extraordinaire sa progression parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle, c'est une fille qui vient des amateurs, méga background amateur, passe pro sur un 8 rounds, OK? Et en 4 combats, elle devient championne du monde. C'était une championne du monde régulière à l'origine parce que la super championne était Jessica Neri-Plata, mais elle vient d'être élevée elle vient d'être élevée dans le fond comme seule championne parce que Neri-Plata, son titre de super championne a été enlevé. On va en parler un peu plus tard. Elle est enceinte, donc elle a abandonné ses titres et il reste Sarah avec son titre. Elle vient de faire sa première défense contre une adversaire solide qui est Annabelle Ortiz. Une chose que je veux rappeler aux gens, donner du temps à Sarah. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mon Dieu, ça n'a pas été simple, son dernier combat. On va en parler plus tard aussi, là. Mais c'est parce que Sarah, c'est son 5e combat pro contre des filles qui ont des tonnes de rounds. Annabelle Ortiz, puis l'autre fille qu'elle avait affrontée, la fille qu'elle a affrontée pour devenir championne du monde aussi, on peut quasiment comparer ça, puis je suis pas mal à l'aise de le dire, avec Orlando Salido, le 2e adversaire de Lomachenko. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment là, d'embarquer sur l'autoroute à 140, mais tu es en début pro. Là, ça n'a aucun sens. Une idée. La deuxième adversaire qu'elle a eue. Maintenant, elle est en train d'apprendre à devenir une pro, mais en même temps, on n'a pas le choix de lui donner des adversaires solides parce qu'elle est rendue championne. Donc, ça, c'est incroyable. Sa deuxième adversaire était la 21e. Honnêtement. La deuxième adversaire était la 21e de Kim. Fait que tout se fait comme à vitesse grand V chez Sarah Bailey. Il ne faut pas oublier que Sarah Bailey est aussi une femme de coin. On la voit, entre autres, dans le coin de Luca Badi, de certaines autres personnes. Son conjoint et son entraîneur et manager, Stevie Bailey. Donc, quand elle ne se bat pas, elle assiste son conjoint dans les coins. Donc, on est en train de développer une fille qui a une vision de la boxe, pas juste dans le ring, mais au coin aussi. Puis ça, c'est important parce que tu n'as pas la même perspective quand tu te bats que quand tu es au coin et tu regardes quelqu'un se battre. Ça développe des nouveaux outils d'analyse pour ta propre boxe. Donc, Sarah, super belle année. Je m'attends à ce qu'elle court après certaines boxeuses pour peut-être une unification l'année prochaine. Je sais qu'elle avait des intentions d'essayer d'affronter Neri-Plata et à cause de la grossesse, ça ne s'est pas fait. Il y avait des négociations en cours qui étaient sérieuses. Mais là, ça retombe à zéro. Puis là, on recommence. Puis on va en parler. Là. Ça a bougé dans ces catégories-là. Mais moi, ce que je vais surveiller, c'est qu'il y a elle qui est en Ontario. Il y a Kim Clavel qui est comme la classée 2e partout. Là, si tu regardes sur BoxRec, tout dans la division. Kim Clavel a encore plus de. Sarah, je ne veux rien t'enlever, mais Kim a encore peut-être un peu plus de prestige dans la division. Là, c'est de voir est-ce que les Ontariens, genre, ils ont la grosse argent pour aller à l'unification? Est-ce que c'est Yvon Michel qui va les doubler? Là? Moi, j'aime ça. J'aime ça que tout le monde s'arrache un peu la même partie de la tarte. Moi, je peux te confirmer que Sarah, le clan de Sarah Bailey, a de l'argent pour une unification. OK? Ça, je peux te le confirmer. Sarah est une grosse vendeuse de billets. Quand elle est sur une carte, elle remplit beaucoup. Une grosse 105 livres. Une grosse 105 livres qui vend du billet. 108 livres, qu'il faut dire, parce qu'elle est 108, mais elle peut faire 105 aussi.
Moi, je pense qu'elle a le moyen. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir le moyen d'envoyer Kim pas en unification, mais en combat de championnat? Je pense que oui. On va trouver moyen. On va tout surveiller ça. Et là, on se dirige vers le Québec où, tu l'as dit, il y a eu beaucoup d'actions. Commençons. Je vais commencer avec celle qui, pour moi, est la boxeuse de l'année, Jessica Camara. C'est ma boxeuse canadienne de l'année aussi. Moi, je pense même que, tu sais, à un moment donné, Beterbiev, il est tellement hors compétition que moi, je pense que Jessica Camara, meilleure boxeuse au Canada, puis non genrée dans mon top 10, c'est elle en premier, est devenue championne du monde. Elle va aller pas défendre, elle va aller essayer d'obtenir le titre contre Caroline Dubois dans 12 jours. Dans 12 jours, le 11 janvier, elle est en Angleterre face à la super Caroline Dubois. Ça va être un bon combat que je ne vais sûrement pas manquer. Il ne faut pas manquer ça. Ce qui est intéressant pour Jess Camara, pourquoi je l'ai mis devant Sarah Bailey? Parce que ça aurait pu être Sarah Bailey aussi. Elle avait une progression incroyable en 4 combats, devient championne. Pourquoi j'ai mis Jessica Camara comme boxeuse de l'année canadienne? C'est parce qu'elle est allée chez l'ennemi en Corée battre une fille qui est Yoon Mi-choi, qui est presque intouchable d'une certaine manière. Yoon Mi-choi est très difficile à toucher. Elle était favorisée chez elle. C'est plus que la boxe, que de la boxe quasiment, parce que là-bas, Choi, elle fait des documentaires. Oui, c'est une star en Corée. C'est un peu l'image de la fille qui est sortie de Corée pour devenir une vedette. Il y a toute une histoire derrière elle. Puis là, tu sais, quand on parle de côté A puis côté B de l'équation, dites-vous qu'il était vraiment, il était vraiment bien. Les côtés étaient bien dits, là, genre là-bas. Ah oui, c'était vraiment un côté B, puis elle n'a pas volé sa victoire. Après ça, elle revient ici. Donc, elle va chercher le WBA Gold. Elle était mandatoire de Katie Taylor, mandatoire à la WBC, mandatoire de Katie Taylor à la WBA, défend son titre ici au Québec sur une carte de Canada Fighting à la maison, un combat où elle a bien fait, j'ai trouvé. C'était l'adversaire avait surpris, mais Jessica, ça avait somme toute bien fait, mais c'est le fait d'aller chercher ce fameux combat pour un titre majeur rapidement face à Caroline Dubois. À la base, ça devait être pour le titre intérim et le titre gold, parce que l'une était championne intérim WBC, elle a le titre gold WBA. Mais entre-temps, Katie Taylor a laissé tomber ses 2 titres à 135 livres. Donc, Caroline Dubois a été élevée championne régulière. Donc, ça va être pour le titre régulier WBC. Je sais, puis le titre gold, probablement, de Camara va être aussi là, parce qu'il va être probablement en jeu aussi. Moi, je vais te dire, là, dans Jessica Camara, 3 fois, je l'ai vu partir négligé dans un combat, puis remporter. L'underdog, c'est le meilleur underdog de la boxe féminine, toute catégorie. Contre Hardy, contre Callie Reese. C'est-tu contre Callie Reese qui a mérité un bien meilleur sort? Elle aurait dû gagner les 3 titres, puis elle est en finale pour les 6 titres. Puis après ça, en Corée aussi. Fait que moi, je m'attends à ce que ce soit compétitif en Angleterre. Moi aussi, j'ai très hâte. C'est sûr que là, elle arrive encore en côté B, son côté préféré. Donc, je ne m'inquiète pas de voir Jessica arriver côté B. Elle performe bien quand elle est le côté B. Elle performe même mieux quand elle est le côté B que le côté A. Moi, je m'inquiète pas. Et il y a une autre boxeuse qui écoute que ça, c'est malade. Il y a 2 ans, elle ne boxait pas. Puis aujourd'hui, elle a gagné un titre de championne. Et dans la même année, elle a accepté d'aller contre Claressa Shields. Il y a des affaires plus faciles que d'aller contre Claressa Shields, mais je pense qu'elle n'a aucun regret. Elle l'a essayé. C'est une fille qui est le fun à suivre aussi ses médias sociaux. Elle a l'air très heureuse. Tu vois qu'elle elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a essayé. Et maintenant, comment tu résumes-nous ton année de Vanessa Lepage-Joannis et comment tu vois 2025 pour elle? Vanessa Lepage-Joannis, c'est la fille qui donne tout. Elle donne tout. Elle donne chaque petite goutte d'énergie qui lui reste, elle le donne. Donc, cette fille-là, elle a fait l'effort de descendre énormément de poids, de se remettre en forme, de faire un retour, puis rapidement, un peu comme Sarah Bailey, dans le fond, en quelques combats, elle s'est ramassée championne du monde. Le combat contre Avril Vidal, quand elle a gagné, j'étais là. Oui, c'était un combat serré, mais moi, j'aime les combats serrés. Est-ce que le combat contre Vidal,
c'est un combat qu'on oublie peut-être dans la mention du combat de l'année. Je veux dire, il y avait de l'action, le momentum a switché. Il me semble le combat était meilleur qu'on n'en entend jamais là, dans les idées de combat de l'année ou dans les listes. C'était pas un combat passif du tout. C'était un combat où les deux filles avaient vraiment une chance de gagner leur combat. Ça s'est mal fini dans la mesure où Vidal a eu de la misère à accepter la défaite, mais c'est normal quand c'est serré. Des fois, tu ne vois pas ça de la même manière. C'est pareil de l'autre bord. C'est pas grave, ça aurait été la même chose si le résultat avait été à l'inverse. Moi, j'aime les combats serrés, donc je ne vais pas chialer contre un combat serré, jamais. J'aime ça quand c'est compétitif, un combat. Je m'ennuie quand c'est trop facile. À part si la personne est extraordinaire dans tout ce qu'elle fait. Mais un combat compétitif, Vanessa est compétitive. Il faut comprendre que Vanessa, elle a osé aller voir Clarissa Shields en sachant que Clarissa Shields, c'est la meilleure, c'est la GOAT, c'est la numéro 1 au monde. Elle a tout réussi ce qu'elle a touché en boxe, Clarissa Shields, pratiquement. T'sais? Donc, les chances de Vanessa, même si Vanessa y croit, on le sait, tout le monde savait que c'était pas elle la favorite. Là. Elle partait, mais la belle bourse puis la visibilité qu'elle est allée chercher, c'est important pour elle aussi. C'est important pour la suite. Puis dans sa catégorie, elle peut aussi descendre. Hein. Il ne faut pas oublier que Vanessa est capable de faire 175 livres, 168 livres. Donc, est-ce qu'on pourrait oser la descendre à 168 livres l'année prochaine? Peut-être pas pour le prochain combat, mais moi, j'aimerais ça. Parce qu'à 168 livres, il y a plein de bons combats intéressants à faire. Il n'y a pas une tonne de boxeurs, mais il y a quand même des filles solides, des Franchen Cruz Dezern, entre autres. C'est ces filles-là qui pourraient être intéressantes. Tu sais. Si on veut que Vanessa ait des belles opportunités, il faut regarder où est-ce qu'on est mieux de la placer. Là, Clarissa Shields va se battre pour tous les titres. On s'entend que Clarissa Shields, si elle gagne tous les titres, elle va tous les laisser vacants après. Elle va toutes les laisser vacants, ces titres après. C'est normal. Clarissa Shields ne restera pas longtemps à 175 livres, là où il n'y a pas beaucoup d'adversaires pour elle. Donc, pour Vanessa, elle peut avoir des opportunités parce que des titres pourraient redevenir vacants d'ici la fin de l'année à 175 livres. Pourrait avoir des opportunités à 168 aussi. Il va falloir que le chemin qui décide d'être tracé soit le bon. Il faut regarder les opportunités et il faut négocier. Marie, moi, c'est comme ça que je vois ça. Là, je vais te faire rire avec on continue notre tournée de boxe québécoise. J'ai toute une nouvelle pour toi que tu es déjà au courant. Anna Gabriel est revenue, là, elle a affronté Anti-Gabriel quelque chose. Elle est déjà classée première sur BoxRec à 160. Ça, j'en revenais pas, après 4 ans sans boxer. Et Desley Robinson a gagné un titre IBF, elle a une fiche de 9-3, c'est une bonne boxeuse en Nouvelle-Zélande. J'aime beaucoup Desley Robinson. Ouais. Mais là, écoute bien ce que j'ai à te dire, moi. Ouais. Tamara Thibault n'est pas bien loin de Desley Robinson, et même en avance, là. Jake Paul, je vais m'adresser à Jake Paul en français, mais tu traduiras, OK? Jake Paul, tu as probablement les moyens de payer un championnat tout de suite entre Desley Robinson et Tamara Thibault. Ah ouais, au mois d'avril, championnat du monde pour Tamara Thibault. J'ai bien trop pressé. Laisse-y prendre ses repères pour 1 ou 2 combats encore. Là. Mais c'est sûr que pour Tamara, le but, c'est de l'amener vite en championnat. Là, elle a fait des débuts pro. Regardez. Juste regarder le type de début pro. Très médiatisé. Elle est signée dans l'équipe principale d'MVP. Donc, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont 10 boxeurs. C'était une adversaire pour un 7e ou un 8e combat. Hein? C'est une adversaire qui est solide, qui était très bien classée, qui était classée à la WBA. Donc, Tamara Thibault, elle l'a battue sur toutes les rounds. Elle a fait du 3 minutes. Une grande gauchère de 6 pieds. Ça va être, il n'y a pas beaucoup de compétition à 160 présentement. Il y a peut-être Olivia Curry qui pourrait être intéressante pour un combat. Anna Gabriel, Desley Robinson et peut-être des filles qui pourraient monter de 154 à 160 aussi. Des Femke Hermans de ce monde pourraient peut-être avoir envie de s'essayer dans le futur. Mettons qu'à court terme, on n'est pas pressé quand même. Tamara, il ne faut pas oublier qu'elle est aux études dans un programme intensif pour 1 an. Là, Jake Paul, il a bien beau avoir de l'argent, il va falloir qu'il gère, un peu comme Eye of the Tiger faisait avec Leila, qui gère un peu l'équilibre études-boxe parce que le programme, c'est un programme intensif en Angleterre. Donc, il reste quelques mois
Elle est partie en septembre pour le faire. Donc, probablement que l'été prochain, ça va être pas mal fini, ça, ce programme intensif-là. Elle va pouvoir donner plus d'heures à la boxe. Donc, je m'attends peut-être de l'avoir 2 fois d'ici l'été. 2 fois d'ici l'été. Ce qui m'intrigue avec Tamara Thibault, c'est qu'elle a clairement annoncé ses couleurs, qu'elle aimerait boxer au Québec. Et là, il y a plein de choses. Il y a 2 promoteurs capables, je pense, de l'accueillir. Il y a aussi des rumeurs que, il y a toujours le bon vieux Jean-Pascal, est-ce qu'il va faire un dernier grand combat, puis on peut la placer sur une carte? Il ne faut pas oublier que tu as juste besoin, Jake Paul, le MVP, ils ont juste besoin d'une licence de boxe. Hein? Ils ont besoin d'une licence de boxe et d'une machine. Souvent, il va pas. Oui, mais souvent, il ne va pas passer partout. Il ne va pas passer par tout le système canadien. Il va juste s'affilier à quelqu'un. Non, mais c'est ça. Il a besoin qu'un promoteur ou quelqu'un qui a une licence de boxe active lui prête pour pouvoir faire un gala au Canada. Québec/Canada. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a signé Lucas Badie aussi. Donc, il y a des chances. Ah, oui. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit aussi MVP aller en Ontario ou proche de l'Ontario. Pour ce qui est de Tamara, clairement, elle a mentionné qu'elle avait l'intention puis que c'était dans les plans. Elle a même dit à RDS de suivre les nouvelles parce que peut-être que cette année, ça pourrait se faire. Donc, ça veut dire que ça a déjà été discuté avec MVP, ça. Et peut-être qu'il va y avoir quelque chose, on ne sait pas. On attend, mais comme tu dis, il suffit de s'associer avec un promoteur qui a une licence active ou n'importe qui a une licence active. Le gala peut être organisé, va être diffusé sur Netflix ou DAZN parce qu'ils ont déjà l'entente télévisuelle, eux autres, MVP. Là. Ils ont d'argent aussi. Marie, on va continuer notre tournée québécoise, là, puis là, on va rester chez Eye of the Tiger. Ben, on y retourne. On était là tantôt. On fait des allers-retours. Parle-moi donc de ma bonne amie Léla Baudouin, qui, en 2024, a vengé sa défaite contre Isabelle Chavez-Espinoza, s'est battue contre Lisbeth Crespo. Très bien fait. Crespo qui est encore dans des bons combats. J'ai vu ça passer. Mais du côté de Léla, je pense qu'elle aurait aimé ça être un peu plus active et il y a eu des combats annulés. Léla est passée par toute la gamme des émotions, mais au final, elle finit l'année quand même bien classée dans sa division avec deux assez belles victoires. Là. Je pense que ça va bien pour Léla Baudouin aussi. Léla Baudouin est bien placée. Puis cette année, j'ai vraiment vu la Léla Baudouin que je voulais voir. Le combat contre Crespo m'a amené, le style de Crespo a mis en valeur les qualités de Léla. Sa manière de travailler les angles, sa manière de bouger. Elle a mis aussi en valeur certains coups que Léla a dans son arsenal, puis on pouvait vraiment mieux voir l'impact de ces coups-là. Parce que quand tu as tout le temps quelqu'un qui fonce sur toi, tête première, des Mexicaines, pour ne pas les nommer, le style mexicain, des fois, c'est plus difficile de montrer ta boxe technique. Mais moi, je voulais voir ce que Léla était capable de faire avec une adversaire qui boxe un peu plus. Qui est pas, en anglais, on parle de brawler versus boxer. J'aime ça voir quelqu'un qui a le style qui boxe un peu plus. Puis là, contre Crespo, je l'ai vu. Le combat, la revanche qu'elle a gagné, ça avait été un combat prudent. Il y a des gens qui avaient critiqué un peu en début d'année le combat de Léla en disant que c'était un combat monotone un peu, mais je pense que c'était plutôt, on voulait tourner la page puis on voulait le faire de façon prudente en sachant qu'est-ce qui s'était passé dans le fond au Mexique l'année d'avant. Une fois que la page est tournée, on peut avancer. C'est vrai que Léla était déçue en fin d'année de ne pas boxer une 3e fois. Mais là, on devrait l'avoir plus souvent active. Ses études sont terminées. Là, 2025, ça devrait le faire. Puis, le but, c'est vraiment d'aller consolider ses classements parce qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais je pense vraiment que ça va bouger dans sa catégorie cette année d'une manière ou d'une autre. Puis, si elle est positionnée comme il faut, elle pourrait peut-être avoir une opportunité pour un titre vacant, à moins que Baumgartner ait des cartes dans son jeu que je ne connais pas ou des offres extraordinaires que je ne peux prévoir. Mais on verra. On en reparlera plus tard parce que c'est ça pourrait être très intéressant pour Léla à court terme. Mettons moyen terme. Elle s'en vient dans une plage d'âge où ça va se passer là. C'est ça. Parlant d'âge, regarde comment je suis fort. J'ai placé l'âge pour faire un lien. Parlant d'âge, Marie Spencer a eu 40 ans dans les derniers mois. Année 2024, qui m'a bien fait rire. Elle affronte Sonia Drilling en janvier
Drilling, elle arrive dans le coin, elle dit « Moi, c'est pas vrai que je vais me battre contre quelqu'un qui frappe aussi fort. » Pense ses affaires, elle s'en va. Et par la suite, mais Spencer, en septembre, elle va devenir championne du monde contre Naomi Mann dans un combat chaudement disputé. Et là, on apprend qu'il y a un divorce amical entre elle et Sam. Ils ne s'entendent pas sur la suite des choses. Et là, moi, je me demande, c'est quoi la suite des choses? On va le savoir bientôt, j'imagine, sur quoi ils ne s'entendaient pas. Quand on va découvrir c'est quoi le prochain combat. Est-ce que c'est une défense optionnelle, une unification? Est-ce que c'est changer de catégorie de poids? Tout semble ouvert pour Mary Spencer présentement. Si Mary Spencer veut unifier avant de prendre sa retraite, elle a 2 choix présentement. Soit elle fait venir, soit elle affronte Emma Cousine qui a 2 titres, même 3. Non, 2 titres. Soit elle affronte O'Shea Jones, qui est sous le même management. C'est ça ses choix. Elle n'en a pas d'autres. Si elle veut devenir une championne unifiée. Maintenant, elle va peut-être se faire ordonner un combat aussi, Mary Spencer. On ne le sait pas. J'ai hâte de voir, je suis curieuse. Ça n'a pas été facile cette année pour elle parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de rounds en arrière de la cravate. J'ai une question précise. Où se classe Femke Hermann depuis qu'elle a perdu par la peau des dents? Est-ce que Femke Hermann est aspirante obligatoire à Spencer? Comment ils nous ont patenté ça? Là? C'est pas clair encore. Je sais que Femke Hermann a un combat de prévu. Là. Je pense que c'est un 6 rounds. C'est pas déjà fait. Ça va être fait sous peu. Là. Pour Femke Hermann, le fait qu'elle n'a plus de titre à défendre, c'est sûr qu'on va la voir plus active. Là. Ça coûte moins cher de faire boxer. C'est vraiment bonne aussi. Elle devrait pouvoir se repositionner facilement. Moi, je pense encore que c'est elle qui avait gagné contre O'Shea Jones. Honnêtement, là, moi, j'avais un combat serré, mais en faveur de Femke Hermann. Je ne vais pas critiquer non plus, comme je dis, c'était des combats serrés, mais je favorisais un petit peu Femke. Pour Mary, je pense qu'une trilogie contre Femke Hermann, ça ne ferait pas de sens rendu là. Elle a perdu les 2 premiers, puis elle n'a pas de plus value à aller chercher un 3e combat. Femke n'a rien à lui offrir présentement. Elle n'a pas de titre, elle n'a rien. Être Eye of the Tiger, j'essaierais de voir qu'est-ce que Mary veut rendu là. Est-ce qu'elle veut vraiment unifier? Est-ce qu'elle veut finir sur des victoires devant son public? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'un titre régulier, c'est suffisant ou elle veut vraiment avoir sa chance d'unification? Est-ce qu'elle voudrait une bourse majeure, aller se battre aux États-Unis, entre autres, sur une grosse tribune? Parce qu'il reste des filles comme Cecilia Brækhus qui peuvent être intéressantes pour elle. Marie, j'ai une question qui va suivre. Parce que moi, je suis en train d'écrire un grand texte comme quoi la France va beaucoup mieux qu'avant en boxe professionnelle. Est-ce que Priscilla Peterlé est rendue au même niveau que ces filles-là? Oui. Elle a eu des adversaires trop faciles, on peut pas dire. Non, Priscilla Peterlé est une très bonne boxeuse. Selon moi, Priscilla Peterlé, avec Rima Ayadi, c'est les 2 boxeuses de l'année en France. C'est ce que je pense. Il y a d'autres bonnes boxeuses, mais cette année, c'est ces 2 filles-là qui, selon moi, se sont le plus démarquées. Je suis en train d'organiser mes duels France-Québec si jamais on a une Billy contre Lélie Sadjo. Mais moi, j'aimerais savoir Peterlé contre Mary Spencer. Ça le ferait très bien. Ça serait un très bon combat compétitif. Ouais, voilà, c'était. Et là, on continue notre grand tour d'horizon de la boxe québécoise et on se dirige chez Groupe Yvon Michel où il y a eu une bonne année. Moi, j'ai quand même. Souvent, on accusait des critiques sur Yvon Michel, mais je trouve qu'il fait de l'excellent travail avec Marie-Pierre Roule et Kim Clavel pour les replacer. Et est-ce que c'est le commentaire qu'on pourrait faire que Kim Clavel et Marie-Pierre peuvent quasiment toucher à leur prochain combat de championnat du monde tellement qu'on est proche d'une annonce ou quelque chose? Je vais péter ta bulle. Je vais dire oui pour Kim Clavel, puis je vais dire je ne suis pas sûre pour Marie-Pierre. OK? Je veux pas. Commençons par Kim, OK? Parce que Kim, je trouve qu'elle a eu une bonne année, somme toute. Elle a fait 3 combats cette année, si je ne me trompe pas, 3 combats. Hein? Oui. Puis ces 3 combats-là, ils la repositionnent avantageusement. Elle est aspirante obligatoire, entre autres, de Bermudez, de nouveau. Elle est très bien positionnée, dans le fond, pour avoir une opportunité à 108 livres. Mais il ne faut pas oublier que Kim est capable de descendre à 105 aussi. Cénicée Estrada est partie. Donc, je vais te faire un calcul très simple. Il y avait 2 championnes à 108 puis une à 105. On est d'accord? Il y avait Neri Plata et Bermudez à 108 et il y avait Cénicée Estrada à 105. C'est 3 championnes totales qui détiennent toutes les ceintures. Maintenant, il y a Bermudez qui a 2 titres
Puis tu as Sarah Bailey qui a un titre et Lourdes Juarez qui a l'autre du côté. Donc, on a rendu 3 championnes du côté du 108 livres. Et du côté des 105, on est parti pour avoir au moins 3 championnes différentes minimum, peut-être 4. Donc, ouais, on a plus de chances d'améliorer en championnat, là. Hein? Mais ça m'a fait rire parce que la fille, elle a annoncé sa retraite le vendredi. Puis la journée même, il y avait Lourdes Juarez qui se battait en championnat du monde. On dirait que tout le monde s'y retourné super vite, là. Mais tout le monde s'est retourné vite. C'est là que tu as besoin d'être rapide, d'aller aux conventions, de faire tes réseaux de contacts. Juste pour dire, pour Kim, elle peut cogner à la porte des 105 livres aussi. Puis il va y avoir Yokasta Vaillé comme championne. Il y a maintenant Sarah Borman qui a réussi à aller chercher un titre WBO. Puis il y a encore 2 titres vacants. C'est que ces 2 titres vacants-là vont peut-être être remis dans le ring à un moment donné, là, dans un combat ou un autre. Mais si Kim se positionne avantageusement, rapidement, elle pourrait avoir un combat peut-être contre Sarah Borman, qui est une fille qu'elle a déjà affrontée chez les amateurs. Tu sais, ça peut se faire. Tu as plus de choix de championne là, tout d'un coup pour Kim. Si une porte est fermée, une autre peut rester ouverte. Ça tout dépend des bourses et des offres. Il faut ils jouent ces cartes de façon stratégique pour amener Kim en championnat. Que ce soit à 105 ou à 108, n'a pas de problème. Kim, elle l'a dit qu'elle pouvait le faire. Marie, je te glisse un autre sujet, OK? Mais on reste chez Yvon Michel, mais tu vas voir, je ne te parle pas de Marie-Pierre Roule tout de suite. Je la garde pour le gâteau. J'ai parlé à Yvon Michel récemment, puis tu sais, c'était sous le couvert de l'anonymat, mais comme je peux répéter parce que c'est positif, j'avais dit à Yvon que ça n'avait pas de bon sens l'adversaire de Kim, qu'elle avait affronté une fille de 20-28. Là, on s'obstinait là-dessus, mais je ne reviens pas avec ça. Puis il m'a dit, tu sais, Laurent, Caroline Vert a perdu contre une fille qui avait une fiche de 500. Puis il dit, je vais te faire une prédiction. Caroline Vert va être championne du monde en 2025. C'est quand même gros. C'est le promoteur qui a perdu le contrat cette année qui, lui, fait cette analyse-là de Caroline Vert. Où est rendue Caroline Vert entre Noël et Jour de l'An? Caroline Vert, là, ça a bougé en maudit cette année. Pour commencer, il y a eu son divorce avec Yvon Michel et son divorce avec Daniel Bouchard. Ça a été médiatisé, peut-être un peu trop. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Ensuite, il y a eu au moins 4 possibilités de combat pour lesquelles elle s'est préparée à Las Vegas qui sont tombées à l'eau. Je te dis ça, c'est ça la réalité. Jusqu'à temps qu'elle fasse son combat au Mexique au mois de septembre puis qu'elle le perde. Quand on en perd pour la première fois, tu demanderas à Léla aussi, puis à tout le monde, c'est un choc quand même. C'est un choc, tu as le choix de t'apitoyer sur ton sort ou de retourner travailler. Donc, Caroline est revenue au Québec, elle a retroussé ses manches, elle a commencé à s'entraîner avec Samuel Descaries de relais, puis avec Léla, justement, qui préparait son combat, qui préparait un combat aussi. Et à la fin de l'année, elle est allée chercher une victoire, mais vraiment décisive sur la carte de Salita, la dernière, le 12 décembre dernier, contre Gabriela Bouvier, qui est une adversaire totalement crédible, ancienne championne du monde, qui avait gagné 4 de ses 5 derniers combats, et que même si Tiara Brown avait gagné tous les rounds contre elle, elle avait vraiment mal fait paraître Tiara Brown dans sa défaite cette année. Alors, Caroline, j'ai trouvé que le match avec Samuel Descaries fonctionnait très bien. Moi, je l'ai vu, ce combat-là, j'ai pu le voir. Marie, juste un bémol. Moi, ce que j'entends avec mes grandes oreilles à Montréal, c'est que Caroline Vert, elle a beaucoup aidé Léla Baudouin cette année. Puis, vu que c'est l'entraîneur de Baudouin, il a fait comme la promesse qu'elle allait l'accompagner jusqu'à son prochain combat. Mais ce n'est pas si clair que ça sur le long terme. Il n'y a pas d'entente à long terme entre les deux, mais ça ne veut pas dire que c'est seulement pour un combat. Donc, pour l'instant, ce qu'on va dire, c'est qu'elle ne s'entraîne pas à Las Vegas, elle s'entraîne au Québec avec Samuel. Mais c'est pas parce que Sam... Ils ont une entente à long terme ensemble, la réponse, c'est non. Est-ce que ça pourrait le devenir? C'est ça. C'est parce que Sam, c'est la gestion de son temps et son agenda. Il ne veut pas prendre quelqu'un de plus s'il n'est pas capable de livrer la performance qu'il veut livrer comme entraîneur. C'est juste ça. Ils s'entendent super bien. C'est une question d'agenda puis d'équilibre de vie. Maintenant, pour l'instant, on sait que Caroline s'entraîne au gym de Marc Ramsey avec sa Marie, là, je veux savoir. On verra dans le futur. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Yvon Michel m'a dit, qu'il voit Caroline Vert finir 2025 championne du monde? Est-ce que les opportunités sont là? Oui.
Bon, voilà. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. On verra si le temps va nous donner raison à Yvon et moi ou pas. Mais je suis totalement d'accord. Les choses vont plutôt bien pour Caroline Vert présentement. Je sens que le momentum est de nouveau de son côté. Au début de l'année, c'était controversé quand elle est partie. Quand elle est allée à Vegas, c'était audacieux. Quand elle a subi sa défaite, c'est toujours c'était audacieux à Vegas. C'est ça. Quand elle a eu sa défaite au Mexique, c'était un choc. Maintenant aussi, c'est toute la question de financement puis tout ça. Elle finit l'année avec un titre mineur, son premier, comme Leila, au même niveau. Hein. Ils ont chacun un titre mineur. WBC international pour Caro. On devrait avoir des nouvelles dans les prochaines semaines d'un autre combat pour elle. Les choses vont bien pour Caro. Moi, je suis contente. Je pense que le choix qu'elle a fait, finalement, semble être le bon. Au début, j'aurais peut-être pas dit ça au mois de juin. Là, il reste Marie-Pierre Roule et c'est un secret qui n'était pas nécessairement bien gardé. Marie-Pierre Roule aurait pu avoir un combat de championnat du monde à peu près dans ce moment-ci de l'année. Elle se serait battue contre Lauren Price probablement le 14 décembre. Oui, là, ils ont trouvé un autre chemin, c'est bien correct. Marie-Pierre Roule, comment je t'expliquerais ça? Tu sais, c'est quasiment ma meilleure amie. On sait à quoi s'attendre avec elle. Hein? Elle frappe fort, elle est impliquée dans des bagarres. Des fois, elle se complique la vie, puis les combats sont plus serrés qu'ils devraient l'être, mais c'est comme Marie-Pierre Roule, tu peux mettre ça en finale ou en demi-finale, puis tu peux déjà te laver les mains, tu es sûr d'avoir un bon show. J'aime beaucoup Marie-Pierre, j'aime beaucoup sa progression. J'ai trouvé que son dernier combat était superbe. Le combat qu'elle avait fait contre la Française, j'ai trouvé qu'on a vu une Marie-Pierre beaucoup plus audacieuse, qui gazait out un peu moins, qui était plus prête. Mais tu sais, il faut se rappeler que Marie-Pierre, quand elle est allée en combat de championnat contre Sandy Ryan, elle a bien paru. Là. Elle est capable de se présenter dans des gros combats. Ouais. Tous les autres ont mal paru après contre Ryan. Marie-Pierre, plus le défi est gros, mieux c'est pour elle, d'une certaine manière. Parce que psychologiquement, je pense qu'elle est faite pour les grands défis. Elle est faite pour ça. Là où je suis mitigée, c'est pas lié à elle. Malheureusement, dans les deux catégories dans lesquelles elle pourrait se battre, le 140 livres et le 147 livres, le momentum vient de passer. Puis je t'explique pourquoi. On aurait eu un momentum si Cathy Taylor avait perdu contre Amanda Serrano. Parce qu'Amanda Serrano n'aurait pas gardé les titres à 140 livres, les aurait laissés vacants. Et là, on aurait eu des portes ouvertes pour que Marie-Pierre puisse se glisser et aller chercher un titre vacant, se battre pour un titre vacant. Or, Cathy Taylor garde les titres, les garde tous. Mais c'était pas fait de manière définitive. Donc, on peut encore penser que s'il y a une petite chance de trilogie, elle va encore conserver ses titres au complet. Moi, je dis ça, Cathy Taylor est en fin de carrière et je te garantis qu'il n'y a personne qui va l'obliger. Elle va juste faire des défenses optionnelles et ces défenses optionnelles vont être payantes. Donc, la trilogie contre Cameron, la trilogie contre justement Cathy Taylor, contre Serrano. Pourquoi pas un combat contre une autre fille qui pourrait, Michaela Mayer, qui pourrait descendre à 140 livres. Il y a plein d'options, tu sais. Mais c'est pas Marie-Pierre qui est le combat payant pour Cathy Taylor. Malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que tu as lu les propos de Michaela Mayer cette semaine, comme sortie d'une boîte à surprise, qui dit moi, si on m'avait garoché de la peinture, j'aurais juste rentré dans le ring encore plus enragé, puis je me serais pas plaint comme une fillette. Michaela Mayer est charmante, comme à son habitude. Je veux juste te dire que Marie-Pierre, pour le 147 livres, c'est tout aussi compliqué. Oui, elle aurait pu affronter Lauren Price au mois de décembre, parce que Lauren Price avait une défense optionnelle sur la même carte que Natasha Jonas, qui allait en unification contre Abazine. D'ailleurs, Jonas a gagné, puis Abazine a pris sa retraite. OK? Donc, ça, là, ce qu'on ne savait pas, dès qu'on a su, c'est que les deux filles, Jonas et Price, avaient déjà pré-signé un contrat conditionnel à leur victoire respective pour s'affronter et le combat est annoncé pour le 7 mars. Ça va être une carte 100% féminine. Donc, ces deux filles-là s'en vont en unification presque totale. Il va rester un titre, qui est le titre de Michaela Mayer, à aller unifier après. Puis Mayer, je crois que dans son target, c'est un rematch contre Sandy Ryan. Le money fight pour elle est là. Puis
Puis, c'est pas Marie-Pierre Roule, son money fight. Encore là. Ah. Tu comprends mon point? Pour l'année 2025, ça, si des titres devenaient vacants, ou si peut-être il y avait quelque chose d'ordonné, que Marie-Pierre réussissait à s'amener mandatory, ça pourrait peut-être être intéressant pour elle. Marie va passer de 147 à 140, saute un repas à soir, on va descendre à 135, c'est plus simple. 135, encore là, je ne veux pas détruire ta vie, là. Béatrice Ferreira est championne, Caroline Dubois est championne, en partant. Je l'ai pris. Puis tu as les deux autres titres aussi Marie, sont en jeu. T'sais. On va conclure la scène québécoise. J'ai pris les notes. Je voudrais saluer Canada Fighting en janvier qui présente 2 combats féminins. Puis croyez-moi, là, les adversaires, c'est du solide. C'est des filles qui ont des bonnes fiches en MMA qui sont tough. Sophie Legrand qui va se battre et Sarah Couillard en fin du mois de janvier. Je vous le dis, ça va être les 2 meilleurs combats de la soirée, les 2 combats les mieux balancés. J'ai fait ma grille de calcul. Sophie Legrand qui vit un rêve, elle passe pro après 40 ans. Donc, oui, mais elle est un bon adversaire, là. C'est pas un passage pro comme protégé. Et... Non, c'est ça. On vit l'histoire jusqu'au bout, là. On passe pro jusqu'au bout. On fait la vraie chose. En bas d'écran, c'est marqué souhait. J'ai passé du temps avec Martine Vallière-Pisson qui se remet d'un cancer. C'est pas... Ma Martine, là, c'est pas évident, le retour à l'entraînement puis tout. Tu sais, le corps réagit pas toujours comme on veut après un cancer, mais vu que c'est des souhaits, je souhaite à Martine de pouvoir faire ce dernier combat-là avec... Moi, si Martine se bat, on vend au moins... Moi, je vends au moins 200 billets le jour même, juste de nos amis qui veulent venir. Mais sinon, Martine, c'est pas grave. Je suis certain, là, j'y vois tes qualités humaines. Tu vas être une entraîneur incroyable. Tu vas rester associé au monde de la boxe. Et peu importe ce que tu vas faire, ça va être merveilleux. Un dernier nom de la boxe canadienne que j'ai oublié, Brie Hawling. On parlait dans l'Ouest tantôt. Pour Martine, tout à fait, je veux dire que tout à fait, si Martine décide de revenir et qu'elle est en état de le faire, je vais être la première sur le bord à aller cheerer pour Martine parce qu'elle mérite d'avoir un retour à la hauteur de sa bonté de cœur. On va dire ça comme ça. Je vais juste mentionner un dernier nom canadien, c'est Brie Hawling. J'allais l'oublier. Brie Hawling, elle a eu des débuts plus difficiles quand elle a affronté Erika Barca puis Mathilde Paraillé. C'était pas simple. Mais depuis ce temps-là, elle a progressé. Elle est rendue à 8-0. Elle a eu des meilleurs défis. Puis là, elle est rendue vraiment mieux classée. Puis on devrait en entendre beaucoup parler en 2025. Il devrait avoir des gros combats pour Brie Hawling. Elle est signée chez King aux États-Unis. Donc, elle ne se bat pas sur la scène canadienne. Je te disais tout à l'heure que dans l'Ouest, c'est pas simple de se battre dans l'Ouest canadien. Il n'y a pas beaucoup de galas, il n'y a pas beaucoup d'athlètes, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Donc, Brie Hawling, un peu comme Caroline Vert, fait son bout de chemin aux États-Unis sur des cartes américaines. Et là, on se dirige sur nos nouvelles internationales. On a bien fait le tour. Pour vrai, j'ai adoré de faire le tour de la boxe. On va y aller vite. Je vais te parler des prix, OK? Mes prix, qui que je donne number one, ça, c'est international, OK? On a parlé tantôt de Jessica Camara, la boxeuse canadienne de l'année. Toi aussi, on n'en reviendra pas. On est à la même place. Boxeuse de l'année. Ça a été compliqué. J'ai décidé de le donner à Michaela Mayer, OK? Puis je vais te dire pourquoi. Michaela Mayer a battu Sandy Ryan, une adversaire de haut niveau, est allée rechercher un titre. Elle était prise à la gorge, Michaela Mayer n'avait pas beaucoup d'options. C'était un choix de dernier recours d'affronter Sandy Ryan, puis elle l'a battue. Mais il ne faut pas oublier qu'en janvier de l'année 2024, elle a aussi affronté une fille qui s'appelle Natasha Jonas. Et honnêtement, moi, je l'avais gagnante sur ma carte et je ne suis pas la seule. Donc, même si elle a perdu contre Natasha Jonas, dans ma tête, elle s'est battue comme une winner. Et c'est 2 adversaires de très haut niveau contre qui elle a super bien performé. Moi, c'est à elle que je donne. J'ai préféré sa performance globale que celle de Cathy Taylor ou d'Amanda Serrano cette année. J'ai préféré sa performance à celle, mettons, d'une Chantel Cameron. C'est elle que je vois numéro 1. Il y a Gabriela Fundora qui a chauffé un petit peu, qui était derrière proche, parce que moi, Gabriela Fundora, je ne l'ai pas mis boxeuse de l'année, mais je l'ai mis meilleure progression 2024. Cette fille-là est passée d'une fille qui a gagné un titre contre une adversaire ordinaire à une fille qui a défendu 3 fois son titre et qui est devenue undisputed sur un candidat à knockout de l'année.
Donc, c'est une progression extraordinaire pour une jeune fille. C'est la plus jeune undisputed de l'histoire, gars-filles confondue, Gabriela Fundora. Progression de l'année pour moi, cette fille-là. Donc, Maillard et Fundora se sont démarqués. Ça, c'est clair. Combat de l'année, t'aurais quoi, toi? Combat de l'année, ben, j'ai pas le choix, là. Cyrano Taylor, parce que c'était. Pas d'accord. Ben, je sais, mais. Mes 3 choix que j'avais, j'ai sondé mes gens, OK? J'ai sondé mes gens, mais c'est moi qui ai pris la décision finale, OK? J'avais Maillard contre Ryan, j'avais Cyrano contre Taylor, puis j'avais Vaillé contre Estrada. C'était mes 3 combats que j'avais spotés qui étaient peut-être les plus intéressants là, à mettre en valeur. J'ai décidé de donner ça en Maillard contre Ryan. Et je vais te dire pourquoi je l'ai trouvé plus compétitif, un petit peu plus compétitif. Mais tu n'as pas tort avec ton Cyrano Taylor. Côté impact, c'est le plus gros combat. Cyrano Taylor 2, c'est le plus gros combat côté impact, Laurent. On ne peut pas faire autrement, tu as raison. Mais côté performance dans le ring, j'ai préféré Maillard contre Ryan. C'était très partagé, Maillard contre Ryan. Hein. Il y a autant de gens qui voyaient Maillard gagnante que Ryan gagnante, presque. J'étais surprise de voir comment c'était partagé. Non, c'était l'ultime combat. Mais autant, ça, je n'ai pas compris, mais comme tout le monde voyait Cyrano gagner facilement, comme si Taylor avait pris un coup de vieux. Mais après ça, tu as raison sur Maillard, puis c'était l'ultime combat 50-50 de 2024 avant que ça commence. Tu sais, le build-up est extraordinaire aussi, même si ça a été un peu dégénéré là, avec le féminin. Mais il y avait vraiment une rivalité. Tu sais, la rivalité Maillard-Ryan, comme la rivalité Sky Nicholson contre Tiara Brown, c'est les 2 rivalités de l'année, tant qu'à moi. Là. Et là, le combat de l'année, OK, on le donne à Cyrano Taylor. Moi, là, je vais le dire avant que tu le dises, je vais jouer dans ta tête, je vais deviner 2 de tes prochains prix, OK? Moi, je pense que combattante de l'année et KO de l'année, tu as la même personne. Moi, je pense que tu as Gabrielle Fundora comme boxeuse de l'année et je crois que tu as son KO sur Gabriela Alanis comme KO de l'année en boxe féminine. Pour le KO de l'année, j'ai décidé de laisser les gens parler. OK? Donc, j'ai mis 3 knockouts comme ça sur mes stories Instagram. J'ai fait voter les gens. J'ai au-dessus de 200 personnes qui ont voté. Et c'est le KO de Clarissa Shields contre Vanessa Lepage-Joannis qui est juste un petit peu devant celui d'Alanis comme Fundora. Là, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est pas un KO, c'est un arrêt du coin. Ouais, mais c'est pas un arrêt du coin entre 2 rounds. C'est un TKO sur la fiche de Clarissa Shields. Moi, j'en ai un autre après Gabrielle Fundora. Lauren Price ou Bexy Matthews. Aussi, sauf que exactement, quand j'ai fait voter, c'était ces 3-là. On a les 3 mêmes. On a les 3 mêmes. C'est les 3 KO les plus spectaculaires. Je suis triste pour Vanessa parce que c'est pas contre elle, hein, mais c'est juste que ça reste que Clarissa Shields, elle a montré qu'elle avait de la puissance là, face à Vanessa, qui a quand même un menton. Donc, mais Alanis contre Fundora, c'était quand même c'était beau comme KO, là. C'était bien. Le build-up du KO était beau. Parce qu'il ne faut pas juste regarder comment la personne tombe. Il faut regarder le build-up aussi dans le round. Comment le KO est arrivé? C'est-tu un lucky punch ou c'est une construction? T'sais, moi, j'aime bien un KO qui se construit. J'aime moins les lucky punch. J'aime ça voir qu'il se passe de quoi dans le round puis que ça arrive à un stoppage, comme on dit, à un arrêt de l'arbitre. Là. Donc, pour toutes ces raisons-là, Vanessa contre Clarissa Shields, mais ça pourrait être Fundora contre Alanis ou Bexy qui s'est fait knocker par Lauren Price. Tu as raison, c'est 3 KO importants. Je m'étais préparé, tu sais, souvent quand on va y aller dans Boxeur de l'année, des fois, on va avoir vraiment des textes différents si on est en Amérique du Nord ou si on est en Europe. En Europe, puis mettons un peu plus loin de l'Angleterre, le nom qui revient souvent comme boxeuse de l'année, c'est Dina Torslund, qui a eu une année 24 assez spectaculaire aussi. Dina, c'est ma P4P, c'est ma préférée. Hein. Tout le monde le sait. Elle a eu des discussions avec, pas nécessairement première avec Taylor et Fundora, mais jamais loin en arrière de ses filles. Moi, je l'appelle tout le temps. L'année passée, Dina Torslund, je lui avais donné un prix qui s'appelle en anglais Shining in the Shadow. Ça veut dire qu'elle brille dans l'ombre. C'est une fille qui ne parle pas beaucoup, qui est moins populaire que les autres, qui est très low profile, mais maudit qu'elle est bonne. Elle est incroyable.
c'est encore, je m'attends à un gros 2025, j'aimerais l'avoir unifié encore. C'est une boxeuse fantastique, Dina Thorslund. Ma prospect de l'année, je suis allée chercher une petite jeune, une Américaine qui s'appelle Shirome Patricio, que tu connais peut-être pas. Elle est à 115 livres. Elle vient de signer chez Brian Cohen aussi comme management. Cette petite fille-là, elle a eu une grosse carrière amateur, une hawaïenne. Je trouve qu'elle a du punch. Elle a fait ses débuts pro cette année et 3 combats. J'ai vu les 3 combats et je suis tombée en amour avec son style un peu. J'aime un peu son chien. Elle a du chien. Dans le ring. Donc, c'est à elle que je l'ai donné. J'aurais pu le donner à 1001 personnes. Hein, des nouvelles venues, il y en a plein en boxe. Mais c'est celle-là qui a attiré mon attention cette année, Shirome Patricio. Promoteur de l'année, sais-tu quoi, Laurent? J'en ai pas. Jake Paul. Non, j'en ai pas. L'année passée, il y a 2 ans, je l'avais donné à Jake Paul, ou l'année passée, mais cette année, j'en ai pas. Oui, Jake Paul aurait pu l'avoir, mais je suis mitigée parce que je n'ai pas trouvé que les promoteurs en ont fait assez cette année pour mettre en lumière de façon constante. Je ne parle pas d'événementiel, de façon constante la boxe féminine. Moi, faire un événement grandiose par année avec plein de filles sur une carte, ce n'est pas suffisant pour être un promoteur de l'année. Je trouve que Matchroom a réduit énormément son écurie de boxeuses. C'est fou. Boxer a fait la même chose. Top Rank n'a pas remplacé Senissa Estrada qui est partie. Ils sont seulement meilleurs de signer. PBC à personne. Je ne suis du côté de Riyadh Season, on n'en parle même pas. Il n'y a personne qui se démarque. Oui, Jake Paul, peut-être dans l'événementiel, que quand il fait un événement puis il met des filles sur les cartes, il le fait de façon grandiose. Mais je veux voir de la constance. Puis cette année, j'en ai pas vu. Fait que je n'en ai pas nommé. C'est un choix. L'année passée, j'en avais. L'année d'avant aussi, j'ai déjà eu Ben Shalom, j'ai déjà eu Matchroom, j'ai déjà eu Jake Paul avec MVP. Mais cette année, j'en donne pas. Je trouve que personne ne mérite le prix. Écoute, on ne donnera pas des prix pour en donner. Personne ne mérite, personne n'en a. On s'en va. Marie, est-ce que tu es prête à faire ton détour à l'international? Oui, vas-y. Le combat qui, présentement, dans ceux qui sont déjà signés pour 2025, ce combat-là est très attendu. Tu en as parlé tantôt, carte 100% féminine. Oui, Lauren Price contre Natasha Jonas. Juste ça, c'est un petit cadeau de Noël avant le temps. 7 mars prochain, ça va être parfait, ça. Ça va être à Kensington, en Angleterre. Boxer décide de refaire le coup, va faire une carte 100% féminine. On peut s'entendre peut-être. Je m'attends à voir Caris Hartingstall sur la carte. Je m'attends à voir Fran Hennessy sur la carte. Différentes filles qui sont chez Boxer. Entre Lauren Price et Natasha Jonas, ça va bûcher. Lauren Price n'a pas encore perdu un round, by the way, hein, chez les pros. Elle est vraiment bonne. Elle est extraordinaire. Est-ce que Natasha Jonas va être celle qui va lui arracher des rounds? Moi, je pense que Lauren Price va gagner ce combat-là. Je me mouille tout de suite. Je pense que ça va être difficile. Jonas, si elle perd, elle prend sa retraite. Hein. C'était la même chose contre Abazine. Elle sous-entend déjà que à chaque fois qu'elle se bat, ça peut être son dernier combat. Donc, je pense que si Lauren Price bat Natasha Jonas dans un résultat qui n'est pas contestable, ça va être la fin pour Natasha Jonas. Ça va être une belle fin de carrière quand même. Elle a été championne dans multiples catégories, mais je ne vois pas Lauren Price se faire battre par Natasha Jonas. J'arrive pas à imaginer ce scénario-là, Laurent. Je ne sais pas si tu es à la même place que moi, là, mais... C'est un combat magnifique qui arrive à un bien bon moment, puis que l'histoire se raconte tout seul, tu sais, entre la fille qui monte, puis l'autre qui sans dire, veut s'accrocher au sommet, mais qui est au sommet, puis qui est comme, faites juste m'envoyer à la retraite, tu sais, je suis prête, mais je ne vais pas me donner, je vais pas donner mon départ, mais je trouve ça va être une unification à 4 ceintures, mais pas pour Undisputed, parce que Lauren Price a l'IBO aussi. Donc, c'est Jonas a le WBC et l'IBF. Et Lauren Price a le WBA et l'IBO. Il restera meilleur avec son WBO par la suite à rentrer dans le bal avec la gagnante. Mais je pense que d'ici la fin de l'année 2025, on va avoir une championne Undisputed dans la catégorie des 147 livres. Je suis pas mal sûre. Quand on est trop bon pour la Ligue, un peu comme à une époque, Roy Jones était trop bon pour la Ligue, il est allé affronter Johnny Rose, gagner un titre des poids lourds. On l'a vu avec Alexander Usyk, qui aurait pu rester à 200 toute sa vie, mais il boxe à 2,21 contre du monde de 2,88. Il les domine. Oui, il les domine. Claressa Shields, est-ce que
Tu sais, quand elle a affronté Vanessa Lepage-Joannis, elle montait chez les poids lourds, mais contre une Vanessa qui n'est pas une fille de 6 pieds, là, tu sais, qui est une fille qui est bâtie comme une haltérophile, son ancienne vie. Là, on amène Clarissa Shields. Danielle Perkins. Danielle Perkins, qui est une fille qui jouait au basket, qui mesure 6 pieds. Elle a le body de frigo, tu sais, elle est large comme un frigidaire, 6 pieds gauchère. Est-ce qu'elle a assez de boxe pour déranger Shields? Parce qu'elle a clairement le gabarit et le physique, là, mais la boxe, c'est une autre chose. Elle est bonne. Elle n'est pas excellente comme Shields, mais elle devrait être capable de tenir devant Shields quand même pendant les 10 rounds, selon moi. Je crois pas qu'elle va mettre en danger Shields d'un point de vue de talent. Mais c'est une adversaire, c'est le meilleur combat que Shields peut faire à court terme pour elle dans cette catégorie de poids-là. C'est une fille que Shields respecte énormément aussi. Vous avez peut-être vu la conférence de presse, là. Ils se parlaient, là, mais il y avait un grand respect entre les deux pareil. Il va y avoir de la rivalité, mais je ne m'attends pas à du gros trash talk, là, parce que Shields a beaucoup de respect. Il faut comprendre que Danielle Perkins, qui est signée chez King Promotions, elle était 2 fois en undercard de Clarissa Shields contre Vanessa et Clarissa Shields contre Marie-Ève Dicker. Donc, Perkins était sur ces undercards-là. Ces filles-là se connaissent. Pour Shields, c'est comme un peu un cadeau qu'elle fait à Perkins, qui est sa mandatory, mais le combat n'est pas ordonné. Elle n'est pas obligée de l'affronter. Mais elle a décidé qu'est-ce qu'elle lui donnait ce cadeau-là. Mais parce qu'elle ne veut pas, elle cherche des choix qui, dans l'imaginaire des gens, peuvent être crédibles sans aller affronter 2 fois les mêmes personnes. C'est ça, parce que ça devient barbant un peu d'affronter tout le monde 2 fois, 3 fois. Leslie Robinson, là, il faut qu'elle affronte. Ce combat-là va être beaucoup plus intéressant. La carte du 2 février commence à sortir. Il y a une autre fille qui va être en sous-carte, Ashley-Ann Lozada, qui est une Olympienne, qui était à Paris, qui fait ses débuts pro sur cette carte-là. Donc, on devrait avoir au moins 2, 3, peut-être 4 combats féminins sur cette carte-là. Est-ce qu'on peut penser que Caroline Vert va être encore doublée de Clarissa Shields? Il avait fait ça C'est possible. Il n'avait pas fait ça en décembre. Elle s'était simplement battue à Détroit. Je me mêle dans mes dossiers. Ben, c'est pas tout à fait faux ce que tu dis. Clarissa Shields n'était pas sur la carte, mais était copromotrice de la carte. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Elle était copromotrice de la carte. C'est possible. On va en savoir un petit peu plus sur les projets de Caroline Vert, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a déjà 2 combats féminins sur BoxRec d'annoncer. Il y a Shields contre Perkins et il y a les débuts pro de Ashley-Ann Lozada qui sont sur la carte. C'est sorti, j'ai vérifié aujourd'hui. Je regarde. Parce que je ne sais pas si Samy va être dessus, Samantha, qui est aussi une protégée de Clarissa Shields à 135 livres, pour être aussi rajoutée. Fait que pour ça, je dis 2, 3, peut-être 4 combats féminins. J'ai hâte de voir, mais je peux peut-être y aller. Attention à Détroit, hein. À Détroit, c'est bien dangereux. Tu arrives avec tes souliers, tu pars nu-pied. Non, c'est pas à Détroit, ça va être à Flint, encore pire. Ah ouais, c'est Flint. Okay. Ça se peut, je suis pas sûre, mais ça se peut. Je touche du bois pour voir si je peux y aller. C'est un combat qui m'intéresse. Moi, Shields Undisputed, pour la 4e fois, ça m'intéresse. C'est toujours dans une 3e catégorie. C'est voir l'histoire sous nos yeux. En attendant, tout le monde peut aller au cinéma voir son film qui est sorti, The Fire Inside. C'est dans les cinémas Montréal. Il est au cinéma Montréal. Je vais y aller. Bon, je ne savais pas que c'était au cinéma. Oui, c'est sorti The Fire Inside. J'ai des gens qui l'ont vu, qui m'ont donné des feedbacks. Ça parle beaucoup de la Clarissa Shields enfant qui se rend jusqu'aux Olympiques. C'est beaucoup le parcours de la première partie de sa vie. C'est super intéressant. Sa carrière de rappeuse qu'elle a en parallèle aussi. Oui, elle a plein de choses en parallèle, Clarissa Shields. C'est une vraie femme. Dont un caractère bouillant sur Twitter. Mais ça vend un caractère bouillant. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je vais aller voir son film. J'adore aller voir les films de boxe, mais j'aime encore plus manger du popcorn. Tantôt, je parlais de la France où je voulais faire un dossier pour m'élargir. Rima, il a dit très bien positionné pour un combat de championnat du monde contre Alicia Baumgartner. Je dis Alicia Baumgartner, mais tout court en combat de championnat du monde. Parce que là, ce qui arrive avec Alicia, juste pour t'expliquer, Laurent, Alicia, c'est une championne incontestée. Donc, elle a tous les titres, mais elle n'a pas de promoteur. Donc, chaque fois qu'elle se bat, c'est cher.
très cher. Les frais de sanction, organiser le gala. Rappelons-nous qu'elle s'est battue sans public la dernière fois contre Pearson, puis c'était une sous-carte de début pro, puis c'était compliqué, là, c'était pas simple d'organiser. Ça a été repoussé comme 5 fois, ce combat-là. On savait même pas si ça allait avoir lieu. Bref, ça a eu lieu. Je m'attends à ce qu'Alicia Baumgartner, si elle ne reçoit pas une offre majeure qui la déleste un peu d'avoir à payer ses frais de sanction par elle-même, ne soit pas capable de garder tous ces titres-là en 2025. Parce que, calculons que ça peut être, c'est quoi, 200 000 de frais de sanction à peu près tous les titres? À peu près, là, juste ça. Puis là, tu n'as pas encore vendu de billets. Il faut que tu organises toi-même ton gala. Il faut que tu payes une bourse à l'adversaire. Il faut que tu te payes une bourse. S'organiser soi-même un événement, c'est hyper cher, là. Donc, je m'attends à ce que si une fille comme Amanda Serrano ne fait pas d'offre à Alicia Baumgartner, parce que ça pourrait arriver, Serrano, elle a perdu à 140. Elle peut descendre à 130. Elle était à 126 avant. Elle a le moyen, avec Jake Paul, de payer les frais de sanction d'Alicia. Donc, la meilleure option, c'est ça que je verrais, Baumgartner contre Serrano. Mais si ça ne peut pas se faire, peut-être qu'ils vont ordonner un combat, ils vont ordonner Rima Yadi contre Baumgartner et sa mandatory dans 2 catégories minimum. Et si elle n'est pas capable de défendre ses titres, ça se peut qu'il y ait des titres vacants. Puis pourquoi ça a un impact sur Leila Baudouin? C'est que si Leila se positionne rapidement derrière Rima Yadi, ça pourrait être un combat entre Rima et Leila pour un titre vacant d'Alicia. Hey, on va-tu l'avoir, la sous-carte de Mbili contre Lele Sadjo avec tous nos combats? Comprends-tu qu'ici, il y a de quoi d'intéressant, là? Moi, là, si j'étais Camille et Stéphane ou n'importe qui, je cognerais à la porte d'Alicia Baumgartner puis je dirais, t'es défendu tes titres ou pas? S'il y a des titres vacants, Rima Yadi, en théorie, elle a même mise dessus en priorité. Mais si Leila est bien positionnée, pourquoi pas faire un combat de Rima contre Leila pour un titre vacant? Ça serait très compétitif. Rima Yadi est une bonne boxeuse, elle est intéressante. Ses 2 derniers combats, elle m'a vraiment surprise. Je l'ai vu contre Licia Boudersa, elle a bien fait. C'était un combat compétitif. Puis dernièrement, elle a affronté Victoria Bustos, une fille qui a beaucoup d'expérience, puis est allée chercher 2 titres mineurs pour pouvoir vraiment rester collée à Alicia, là. Elle, ce qu'elle veut, c'est son combat de championnat. Donc, il va falloir la surveiller, Rima, toute l'année. Mais il va falloir aussi regarder où Leila va se placer. Si Leila se place derrière Rima, puis il y a des titres vacants, ça pourrait être intéressant. Leila, place-toi. Parce que là, présentement, tu as à l'IBF, tu as Rima, puis tu as Bomi-Richine, la coréenne. Si Leila est capable de passer en avant de Bomi-Richine, ça pourrait être intéressant. Pourquoi? Parce que les Coréennes, ils viennent jamais se battre ici, genre? Non, mais c'est parce que, tu sais, Rima, là, serait vraiment... Parce que l'IBF, on sait comment ça fonctionne. Si un titre est vacant, il va ordonner 1 contre 2, sinon 1 contre 3, 1 contre 4. Fait que ça serait ordonné Bomi-Richine, présentement, Rima contre Bomi-Richine. Mais si Leila passe en avant dans le classement, parce qu'elle s'est mieux positionnée, ben, ça serait Rima contre Leila qui serait ordonné. Tu sais, il va falloir voir stratégiquement comment on fait pour amener Leila le plus haut possible. Tu sais? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Quand j'ai... ça m'intéresse aussi. Nouveau sujet. Quand j'ai vu Sarah Borman affronter Jessica Neri-Plata, je dois admettre que dans ma tête, je voyais Kim qui perd contre Neri-Plata par... J'avais mon idée dans ma tête. Là, j'essayais de placer Borman là-dedans. Borman, je l'ai trouvée bonne. Elle n'en a pas fait assez pour battre Plata. Même si c'était chez elle, j'avais peur un peu en Allemagne, on ne sait jamais, mais Plata méritait vraiment cette victoire-là. Oui. Mais je ne peux pas te dire que Borman, tu sais, je la trouve bonne, mais de là, elle n'est pas imprenable comme championne. C'est pour ça que du côté Hakim, je regarderais meilleure, à mon avis, que Sarah Borman. OK? Je l'ai dit. Du côté Hakim, je regarderais ça. Là. Mais intéressant de voir que là, Sarah Borman est devenue championne. J'espère qu'elle ne prendra pas cette ceinture en otage en Allemagne. Sarah Borman est devenue championne. Elle affrontait Jennifer Mesa, l'Argentine, une fille qui frappe comme un troc, mais qui n'a pas tant de knock-out, mais elle frappe fort. Fait qu'il y avait des chances que Sarah Borman ait de la misère à gérer la puissance de l'Argentine, mais c'est pas arrivé. Elle a vraiment, vraiment bien fait, Sarah Borman. T'es allée chercher ce titre-là qui appartenait à Sinisa. Elle va faire 42 défenses de suite en Allemagne.
C'est encore drôle parce que, oui, elle a le moyen, mais je regardais sa pesée dans un centre d'achat, puis, tu sais, c'était les photos de pesée, tu sais, c'est pas des si gros budgets qu'on pense, là. Tu sais, elle rajoutait, elle a tout le temps des tribunes, mais si quelqu'un arrivait avec une méga belle offre, je pense pas que Sarah Borman, je pense pas qu'elle aurait... Dépendamment des promoteurs, on dirait que certains promoteurs allemands ont vraiment cette vieille attitude-là de j'ai le titre, je le garde tant qu'on me force à rien. Tu sais. Je le répète, by the way, Kim et Sarah Borman se connaissent, ils sont affrontés chez les amateurs. C'était Sarah Borman a un background amateur, ils se sont affrontés chez les amateurs. Kim a beaucoup de respect pour Sarah Borman, elle m'en a déjà parlé, mais c'est sûr que c'est une fille qui est intéressante. Là. C'est une option, mais c'est pas la meilleure option pour Kim présentement. Comme tu dis, ils sont durs à sortir les Allemands de l'Europe. Et c'est pour Kim, aller se battre en Allemagne, c'est toujours dangereux. Elle se battre en Allemagne, il faut vraiment que tu domines trageusement l'adversaire pour gagner. Plata avait réussi à le faire. Ça, Stéphane Larouche comme entraîneur, ça se peut. Plata avait réussi à le faire, mais rappelle-toi que c'était un split de ces jeunes en faveur de Plata. Puis en vrai, Plata avait dominé là, le combat. C'était du 97 à 93. Mais j'avais... Ouais, c'est ça, 7-3. C'était un 7-3 bien 7-3. Là. Puis, ouais, c'est ça. C'était un 7-3 confortable là, où il n'y avait pas photo. C'est pas un split. C'est pas un split de ces jeunes. C'est pas mal ça. Un dernier petit sujet, Béatrice Ferreira, qui a eu une grosse année aussi, est devenue championne un peu plus tôt à l'IBF en début d'année. Après ça, elle est partie aux Olympiques. Elle n'a pas été chanceuse dans son tirage au sort, mais elle a quand même revenu avec une médaille de bronze. Elle fait ça sa première défense de titre. IBF. Donc, elle faisait contre Licia Boudersa, une très bonne boxeuse française aussi, que j'aime beaucoup. By the way, Licia Boudersa pourrait être une superbe adversaire pour Leila Baudouin aussi sur ta carte de Lélie Sadjo. Laisse-moi aller là tranquille, tu as trouvé 6 combats dans le podcast. Il y a plein de combats pour Leila. Je te dis, si Leila, stratégiquement, il lui amène des bonnes filles, ils sont capables de bien la placer. Parce que Licia Boudersa, c'est une 126-130 livres en vrai. Là. Mais tu sais, moi, j'étais enthousiaste sur Marie-Pierre Roule, puis tu m'as calmé le pompon qui était dans 2 divisions difficiles. C'est parce qu'on ne sait jamais, ça peut changer de tu sais, notre ami Yves, il pourrait travailler fort peut-être pour l'amener à 135 contre, par exemple, une fille comme Terry Harper. Ça pourrait le faire, mais Marie-Pierre Roule contre Terry Harper à 135 livres. C'est l'option que je vois qui est la plus crédible pour 2025. Oui, mais là, Marie-Pierre était à 135. Mais je trouve que Marie-Pierre à 140 est très mince, déjà. Ouais. 130, il ne faut pas gâcher sa santé non plus. Fait que c'est à eux autres de voir, c'est eux qui savent. Qu'est-ce qu'on souhaite à Marie-Ève Albert pour 2025? Beaucoup d'argent. non, mais pour faire des voyages de boxe, moi, j'ai besoin d'argent pour voyager. Comme là, j'ai envie d'aller à Détroit, je veux me déplacer, mais j'ai envie d'assister à plein de galas de boxe. Ça va être ça, mon souhait. On rit, mais l'autre fois, je m'imaginais dans une extrême indépendance financière, mais juste pour aller voir des combats, tu sais, genre, tu vas avoir la chance de voyage, puis tu te dis, moi, je veux juste me rendre là, ça coûtera ce que ça coûtera. Moi, je vais dormir à l'aéroport, tu sais. Moi, je vais dormir sur le trottoir en avant. Non, mais moi, j'aimerais... ça prend des moyens, mais t'es peut-être celle dans le monde du blogueur, là, tu sais, qui ne sont pas des journalistes, qui sont mandatés pour aller à quelque part. Tu es probablement celle qui a mis le plus d'argent sur la boxe québécoise, tu sais, quand tu es allé à Moncton, au Mexique, aux États-Unis. Donc, si quelqu'un entend ça et a envie de commanditer une pauvre fille de Rimouski qui veut voyager... Te rembourser pour tes voyages, tu sais, quelqu'un... Vous pouvez juste me contacter, là, ça va me faire plaisir. Mais bref, moi, ce que j'ai 2 souhaits. J'ai un souhait pour moi-même, c'est de pouvoir assister à beaucoup de galas. Ça, j'aime ça. Avoir l'opportunité d'y aller puis de me sentir dans mon élément, puis peut-être un peu à l'étranger aussi. Deuxième souhait, c'est pour la boxe féminine en général. J'aimerais vraiment que nos amis de Riyadh Season allument puis donnent un petit peu d'opportunité. Par exemple, Ryan Mayer 2, ça pourrait être mis sur une carte d'Arabie Saoudite. C'est assez bon pour être mis sur une carte d'Arabie Saoudite, ça. Une trilogie, mettons, Cameron Taylor, pourrait être mis aussi sur une carte d'Arabie Saoudite. Matchroom contre Queensberry, là. Mais Marie, tu n'as pas l'impression, dans ce que tu racontes, moi, ce que j'aime en boxe masculine de Riyadh Saison, c'est qu'ils ont tellement d'argent que ça a permis des combats qu'on n'aurait jamais vus. Tu sais, comme exemple, Terence Crawford n'aurait jamais risqué
toute son histoire contre un Madrimov à 154 si c'était pas qu'eux, ils payaient en fou. Là, les combats que tu nous parles, ils ont quand même lieu, genre. Oui, j'aimerais ça que Riyad embarque pour que les filles fassent plus d'argent, mais on dirait qu'en boxe féminine, on n'a pas de la misère à avoir les combats qu'on veut. Puis Riyad, c'est ça que j'ai trouvé, on dirait qu'ils viennent comme défaire des nœuds tellement qu'ils ont d'argent tout le temps. Moi, ce que j'aimerais, c'est la tribune qu'ils ont. Ouais, c'est surtout ça. C'est pas tant le fait qu'on a besoin d'aide pour organiser les combats, c'est qu'on a besoin d'une tribune pour que les gens puissent les découvrir puis les voir. Souvent, on a un super beau combat puis il faut se battre pour trouver le feed pour le regarder. Riyad Season, ça donnerait une opportunité. Donc, c'est ça. Moi, c'est l'opportunité liée à la visibilité que ça apporte pour faire grandir certaines athlètes financièrement aussi. Parce qu'il y a des filles qui se battent pour des pinottes, mais qui mériteraient de se battre pour un petit peu plus. Ouais. Ça prend des grosses tribunes. On ne leur demande pas d'être millionnaires à chaque fois, mais au moins qu'ils puissent arrêter de travailler puis peut-être vivre de leur sport un petit peu plus. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, c'est ça que je souhaite. Mais un vœu pour moi, c'est faire beaucoup de déplacements de boxe, puis un vœu pour la boxe, c'est qu'il y ait vraiment beaucoup de visibilité cette année, que ce soit Riyad Season ou ailleurs, mais qu'on ait de la belle visibilité. Parce que la boxe féminine livre la marchandise quand on lui en offre la chance. Le Serrano Taylor, alors que tout le monde attendait Paul contre Tyson, tout le monde était jeté à terre. Moi, je reviens toujours avec la même anecdote, mais il y a 25 personnes à mon travail que je ne me doutais même pas qu'ils écoutaient la boxe, sont venus me dire « C'est malade, Serrano contre Taylor! » Un gros combat en boxe féminine, des gros combats, c'est rare qu'ils déçoivent. Que ce soit Taylor contre Cameron, Taylor contre Serrano, Shields contre Marshall, Fundora contre Alanis, Senissa contre Yokasta, c'est tous des bons. Maillard contre Ryan, je peux t'en nommer plein. Ça ne déçoit jamais. Mais tous les combats de Cathy Taylor ont été incroyables. Contre Delphine, ça livre toujours. Même Funky Herman que j'ai vu contre O'Shea Jones, là, c'est toujours bon. Puis je reviens encore tout le temps à Michaela Mayer contre Amadouche. Ce type de combat-là, ça plaît, c'est intéressant, c'est le fun à voir. T'sais. Fait que ça, de ce côté-là, on est gâtés. Si les gens n'ont pas encore catché ça, j'espère qu'ils vont le catcher en 2025 puis qu'ils vont regarder la boxe, qu'ils vont apprécier les différences de la boxe féminine, parce que c'est un peu différent quand même, le beat n'est pas le même, mais qu'ils vont aussi apprécier les qualités sportives des athlètes. C'est surtout ça, c'est des vrais athlètes. Je te fais une prédiction en jasage de dernière minute. Je te fais une prédiction. Il y a un des deux promoteurs au Québec, ceux que tu penses, Yvon ou Camille, qui va vous entendre ce qu'on dit puis qui va présenter une carte 100% féminine. Et je prédis que ça va être autour du Grand Prix. Tu sais, tu as déjà Kim Clavel. Là, tu y trouves son championnat. Tu as Marie-Pierre Roule. Yvon Michel a été très élogieux en parlant de Caroline Vert. Est-ce qu'il est prêt à la faire boxer, même si c'est parti? Est-ce que c'est lui qui va trouver un moyen de ramener Thibault sur son gala? Tu sais, commence à calculer, tu te rends facilement à 6-7 là, avec les deux indépendantes. Ça part le fait que tu peux faire passer pro une couple de filles. J'aimerais ça voir des filles comme Mireille Bindi passer pro, des Québécoises. On a Sarah Couillard qu'on peut ramener aussi sur un gala, surtout qu'elle a réchappé un peu sa défaite de ses débuts pro avec une belle victoire là, aux États-Unis. Donc, là, elle va se remettre sur une carte. Donc, voilà. On a tout ce qu'il faut pour faire une carte, nous aussi. Hein? Yes. Donc, je te souhaite une bonne année, Laurent, puis on continue ça pour une autre année. Ah oui, ça, j'aurais aimé ça jaser une autre heure, mais tu as raison, il faut mettre un stop à ça. Marie, c'était... j'aime ça te parler, puis merci pour l'année 2024. Et on se revoit dans 2 jours pour l'année 2025. Bye! Dans 2 jours.